Mon rôle, tout simplement, va être d'appuyer pour vous tous les questions que vous allez poser pour faire que ces 3 quarts d'heure qu'on passe ensemble soient les plus utiles pour vous. C'est vous qui posez les questions et je vous rappelle qu'on traite en fait ce soir spécifiquement justement de façon très générale le Taj Mahal et que pendant les 3 séquences qui suivront au cours du mois de décembre et janvier, on traitera des épreuves spécifiques. Voilà, donc aujourd'hui on parle des questions générales. Franck, je te laisse découvrir la première question. Alors, quelle différence de score vous constatez franchement entre l'entraînement et le réel? Alors, je vais être franc. En moyenne, t'as pas le choix en fait. Écoute, en moyenne, je dirais que c'est variable. Ça va d'un simple 30 points à jusqu'à 150 points. J'ai tout vu. Maintenant, la marge de progression, on va dire moyenne, c'est 80 points lorsqu'on se prépare bien. Encore une fois, déjà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de fait, quelqu'un qui s'est préparé au niveau des modalités va bondir son score de façon mécanique sur 80 points pour passer de 190 à un 270 qui est la moyenne nationale, sur ce que l'on sait en tout cas du Taj Mahal. Ensuite, moi les candidats que j'accueille à la prépa sont des candidats qui peuvent très bien avoir un concours blanc en sortant de la prépa autour de 310, 315 et terminer à 360, 380 le jour J. Et j'ai vu des candidats commencer à 350 et terminer à 420. Donc je pense qu'effectivement... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une question de dotation personnelle différente en fait, de capacité personnelle ou c'est une question de... Mais non, d'attitude face à la préparation en fait? Qu'est-ce qui fait d'attitude, de nouveauté. Tu sais, notre rôle à la prépa, c'est quelque part aussi de mettre les candidats face à des questions qu'ils n'ont jamais vues dans aucun bouquin, nulle part, pour commencer à voir comment est-ce que je réagis face à une question. Et puis après, c'est beaucoup de bon sens. Tu sais, j'essaie quand même de donner des conseils en général qui font appel à du bon sens. Le bon sens, ce serait quoi au Taj Mahal? C'est d'abord de se mettre dans des situations qui sont de se fixer un objectif qui est crédible. Encore une fois, je reviens sur le calcul qui fait peur à tout le monde et on pourra en reparler, j'imagine qu'il y aura des questions. On en parlera la fois prochaine en fait. Tu vois oui, bien sûr, alors oui, je sais, pour un autre live. Mais clairement, sur le score, écoute, moi j'ai constaté, en tout cas après la prépa, en moyenne, un score qui bondit facilement de 80 points. Ce qui est beaucoup, vraiment. Allez, on passe à la question suivante. Pensez-vous que je me prépare avec 3 bouquins à fond, je peux faire moins de 300? Bien sûr que tu peux faire moins de 300. Tu peux même faire encore moins. Est-ce que c'est utile d'avoir 3 bouquins en fait, Franck? Non mais là vraiment Très franchement, je sais. Est-ce que tu peux être franc sur cette question? Bien sûr, surtout que si moi. Tu peux pas l'être, tu nous le dis en fait. Il y a aucun problème. Tu sais, à partir du moment où de toute façon, ça changera rien au fait que les candidats continueront à acheter 3 ou 4 bouquins parce qu'ils sont un peu anxieux. Il y a un moment donné où il faut pas confondre anxiété et préparation. Enfin, il y a un moment donné où l'anxiété c'est quelque chose, il faut faire avec, mais la préparation elle doit pas être négligée parce qu'on a plein de bouquins. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quoi concrètement? C'est que j'ai vu des candidats qui débarquaient à la prépa en ayant fait 3 à 4 bouquins. À la prépa, on brasse des centaines de questions, les concours blancs faisant. Ils viennent quand même me voir à la fin et ils me disent: t'as pas encore des choses? Vous avez pas encore des choses à nous donner? Je trouve ça aberrant. C'est juste parce que c'est anxiogène en fait. C'est une façon de te rassurer. Alors pour moi, je crois que ça dépend comment est-ce que ce candidat prépare. Donc, je sais pas comment il s'appelle malheureusement, mais ce que j'ai envie de lui dire en tout cas, c'est que très clairement, un premier ouvrage suffit largement. On va dire le mien ou un autre, peu importe. En tout cas, un bon ouvrage. Il suffit de voir ceux qui sont conseillés sur les forums. Ils savent ce qu'ils font de toute façon, les candidats. Il faut prendre un bon ouvrage et clairement y aller doucement, prendre son temps et quelque part faire un travail un peu de fond qui consiste à ne pas oublier une notion au passage. Et je crois que par exemple, il y a une erreur énorme que font les candidats. C'est une erreur qui consiste à foncer tout de suite tête baissée sur les questions, les QCM. C'est effectivement assez excitant de savoir qu'est-ce que je vaux. Il y a un côté un peu, genre je vais avoir un score, on va savoir... Tu as envie de savoir si tu vaux vraiment 190 comme Mais c'est idiot, parce que je pense qu'au démarrage, il faut d'abord faire un temps illimité sur les questions, c'est-à-dire qu'il faut quelque part condamner 2, 3, sacrifier 2, 3, 4 tests blancs en entier et les faire de façon en temps illimité, parce que quelque part ça va donner tout de suite une lecture de ce qu'on a dans le ventre vraiment. Parce que moi je dis à mes élèves, c'est quoi? Enfin, je leur dis en gros, vous êtes bien gentils. Vous me dites, ouais, c'est le temps qui me manque. Mais c'est pas vrai. Il y a un moment donné où je leur laisserai 3 heures de plus, ils finiraient pas l'épreuve de toute façon. Donc quelque part, il faut se mettre en condition de lucidité, de dire voilà, je prends mon français, je prends mon calcul, je prends ma logique. Est-ce que si j'ai un temps illimité, est-ce que je sais déjà répondre aux questions? Parce que le temps qui se rajoute à cela, c'est juste un critère horrible à gérer. Est-ce que tu peux répondre finalement à cette question? Est-ce qu'avec une préparation de malade, est-ce que je peux encore faire moins de 300? J'aime pas ce mot, de malade, je suis pas d'accord. Une préparation soignée qui au départ met face à ces difficultés. Et comment être conscient de ces difficultés, c'est encore de se mettre en condition en temps illimité, de se dire si j'ai un temps illimité pour faire des questions, est-ce que je sais les faire ou pas?
Et si je ne sais pas les faire, je vois qu'il y a Pythagore qui ne va pas, je vois qu'il y a les questions de contraposés en raisonnement qui ne vont pas, je vois qu'il y a mes séries pour lesquelles je n'ai aucun critère en tête, et là je me mets vraiment au boulot quelque part. Et un bouquin, dans un premier temps, suffit. Bonsoir, conseillez-vous de passer une session du Taj Mahal plutôt qu'une autre? Certains disent que celle de Schema est plus facile que les autres. Merci, encore une fois. Tu sais qu'on la voit souvent cette question quand même. Mais écoute, c'est toujours pareil. Est-ce que l'échantillon des personnes qui traînent sur les forums est représentatif de la réalité? Moi, je trouve que cette question-là, il peut y avoir des bonnes intuitions. Et quand même. sincèrement, je suis pas la bonne personne, François, pour répondre à cette question-là, parce que très clairement, je vais te dire encore une fois, dans mes classes que je prépare, je vais avoir dans une même classe des étudiants qui vont me dire c'était super facile par rapport à ce qu'on a fait à la prépa, donc ils vont me dire c'était beaucoup plus dur que ce qu'on a fait à la prépa. Donc y croire quelque part. Il y a un moment donné où tu peux pas non plus t'appuyer là-dessus. Si c'est ça, c'est un drame. Il faut appeler la FNEJ et porter plainte, parce que quelque part, ça veut dire qu'il y a une discrimination selon les concours, alors qu'on est censé avoir un Taj Mahal qui est le même tout le temps au niveau de la difficulté. Donc je ne suis pas la bonne personne pour répondre, il faut demander à la FNEJ, clairement. Allez, autre question. Bonsoir Franck, c'est un moment particulier le Taj Mahal. Je l'ai passé l'année dernière et je n'ai pas réussi à gérer le stress généré par l'épreuve. Il faut s'y prendre comment? Écoute, ça c'est une très belle question, parce que je suis le premier à souffrir du stress lorsque je passe une épreuve comme cela. Quand je passe le Taj Mahal, le GMAT, enfin j'ai passé le Taj Mahal à plusieurs reprises. Ça t'arrive d'avoir des étudiants en fait qui paniquent, non mais au final qui sont plutôt bons quoi, et qui paniquent, qui foutent tout en l'air parce que... Moi le premier, je te le dis, quand je passe des tests en aveugle, au Taj Mahal? Non, mais quand je passe des tests en aveugle que je ne connais pas pour des recrutements pour l'armée ou d'autres, on me présente des tests, sincèrement j'ai du mal à garder mon calme, parce que d'abord je suis un peu excité par l'épreuve, ça me plaît bien, et puis au-delà de ça, je trouve que c'est un moment important, il y a un rendez-vous, il y a un score à l'arrivée. Alors, ce que je crois sincèrement, c'est que pour gérer le stress au mieux, je suis arrivé quelque part à cette conclusion-là, c'est qu'il faut se mettre dans des conditions qui sont celles de se fixer un objectif. En fait, je pars du principe quelque part que si on a un niveau d'attente sur le Taj Mahal qui est proche de ce qu'on sait faire avant d'y aller, c'est-à-dire que... T'arrêtes pas de nous le répéter quand même, ça fait au moins 3 fois que tu nous dis qu'il faut se fixer un objectif. Mais alors oui. qu'en fait, naturellement, chacun a envie de te dire, mais j'aurais essayé de faire le meilleur possible. Mais c'est là l'erreur. Mais tu sais ce qu'on dit en marketing, on dit quelque part que le niveau de satisfaction de quelqu'un dépend de son niveau d'attente initial. Si tu attends beaucoup de moi aujourd'hui dans ce live et que je te donne juste quelque chose de bien, tu ne seras pas content. Si tu n'attends rien de moi et que je te donne rien, tu seras content. Donc quelque part, s'il y a un objectif qui est illimité, évidemment que c'est idiot. Parce que ça veut dire que quelque part, on va chercher à tout prendre à chaque fois, à faire tout. Mais si tu te fixes un objectif, par exemple, de répondre à 10 questions sur 15 en moyenne, ce qui potentiellement t'offre un 400 sur 600, et on sait très bien, toi et moi, que 400 sur 600, c'est un très beau score au Taj Mahal. 10 questions sur 15, ça veut dire quoi à ton avis, François? Ça veut dire que déjà, tu as non plus 1 minute 20, mais 2 minutes par question. Ça veut dire que tu peux prendre le luxe de bazarder, de mettre de côté un texte en compréhension de texte, que tu peux passer sur des questions qui te paraissent complètement hallucinantes en calcul ou en raisonnement. Ça, ce sont des conseils, enfin c'est un conseil que tu... Mais évidemment. Que tu donnes. Mais évidemment, ça veut dire que moi j'ai des candidats qui sauvent leur Taj Mahal et qui assurent leur 350 tout le temps à la prépa, en se disant qu'en calcul, de toute façon, ils ont toujours fait 5 ou 6. Bonne réponse sur 15. Par quelle magie, par quel miracle ils vont faire 15 au concours? Dis-moi. C'est un peu l'objet de la question suivante. Alors je te laisse à lire, Franck. Peut-on délaisser carrément une partie du Taj Mahal parce qu'on n'y arrive pas et se perfectionner très fort sur les autres? Bon calcul. En gros, imaginons que vraiment en conditions minimales, je sois vraiment nul, mais vraiment j'y arrive vraiment pas. Est-ce que c'est la peine de persévérer? Bon, on va prendre le calcul parce que c'est l'épreuve sur laquelle on va dire on tergiverse beaucoup. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire qu'on peut laisser carrément tomber. Je trouve que c'est un peu défaitiste comme façon de faire. On passe des concours, il faut savoir à quoi on s'attend. Tu as commencé à donner un peu ce genre de réponse. Tu nous as bien dit, sûr. en gros, moi, ce que je dis, c'est que délaisser carrément, j'aime pas le carrément dans la question. C'est-à-dire quelque part, on met une croix dessus. Non, pourquoi? Quelque part, il faut aussi se frotter, il faut aussi essayer, il faut se faire mal quelque part quand on passe un concours. On va pas à la guerre sans prendre des coups. Donc il y a un moment donné où je veux bien qu'on n'y passe pas un temps fou, mais de là à délaisser carrément, non. Donc après, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en calcul, par exemple, on peut très bien faire le choix de se limiter, on va dire, aller à une partie du programme, à assurer ses arrières en répondant bon à 5 ou 6 questions et basta, quoi. Et auquel cas, 5-6 questions, c'est une victoire, quoi.
La FNEJ réévalue-t-elle ses scores en fonction de la moyenne nationale? Non, non, c'est impossible. C'est pareil, c'est un truc qu'on lit assez souvent, l'histoire de réévaluation, par les écoles parfois aussi. Enfin... Le problème, François, c'est qu'on a affaire à un institut, enfin une association qui est la FNEJ, malheureusement, qui est, comme tu sais, avare en information. Mais c'est vrai, en information en détail. Et qu'est-ce que tu veux? Il y a un moment donné où ça fait partie quand même des espèces de choses qui traînent sur le net ou ailleurs. Écoute, non, ils peuvent pas faire ça. D'ailleurs, c'est pourquoi ils peuvent pas faire ça. Parce que très clairement, nos candidats savent le score qu'ils vont avoir. Les candidats, ceux qui passent par Orlin, je peux te garantir qu'ils savent à 10 points près le score qu'ils vont avoir en sortant de l'épreuve. Parce ils répondent que à ce qu'ils savent répondre. Et j'ai jamais vu un candidat qui est sorti en se disant oh bah tiens, j'ai eu beaucoup plus que ce que je pensais avoir. Et encore une fois, ce serait dramatique. T'imagines l'opacité ensuite de lecture pour les candidats qui se présentent à des concours? Enfin, les écoles ne laisseraient pas faire ça, à mon avis. Il vaut mieux se préparer intensivement un mois ou avancer lentement pendant 4 ou 5 mois. Alors tout à l'heure, finalement tu l'as balayé, enfin tu as fait une réponse un peu normande, alors dire oui, bon, tout est possible, etc. Enfin, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer de l'énergie mais tu vois des étudiants qui commencent assez tôt, tu l'as dit tout à l'heure dès le mois d'août, mais des étudiants qui passent quand même sacrément, enfin et qui prennent du plaisir, parce que encore une fois, je te le répète, quand tu fais du Taj-Maj sous perfusion pendant 5 ou 6 mois, tu peux y prendre goût, dans la mesure où la partie expression t'offre quand même beaucoup de choses au niveau de l'écriture, au niveau des termes que tu vas utiliser, tu enrichis ton vocabulaire avec des termes tels que aporie ou va savoir quoi, que tu vas allègrement utiliser après lors d'une dissertation à l'EM où toutes les questions qui sont posées sont par définition des apories. Donc il y a un moment donné, si tu veux, ou quelque part, tu vas te dire voilà, ce que j'ai appris en Taj-Maj me servira aussi par dissertation, me servira aussi à l'oral. Donc ceux qui se préparent longuement, tant mieux pour eux. Donc si on a le temps de se préparer 4 ou 5 mois, tant mieux, foncez, au contraire, c'est bien 4 ou 5 mois. Je pense qu'1 heure par soir suffit amplement, voire 3 quarts d'heure. Comme on a à faire des épreuves de logique, des épreuves où on fait appel à des mécanismes, est-ce que finalement... Est-ce qu'on les oublie? Voilà, est-ce que finalement se concentrer sur un mois, c'est pas mieux quoi? Non, tu les oublies pas, parce que quelque part, tu te fais des fiches et tu remets le paquet une semaine avant de passer le Taj-Maj et tu révises tes fiches. Je pense que si tu es bien organisé et que tu sais que sur les points où tu bloques, où tu as du mal à retenir, tu vas faire des petites fiches et tu vas les revoir une semaine avant. Je trouve que sur le long terme, ça permet quand même de balayer, d'être assuré. Et quelque part, un mois, on peut, mais est-ce que chaque étudiant peut consacrer 1h30, 2 heures par jour, plus quelques heures le week-end, tous les jours sur un mois? Je suis pas sûr. Parce que franchement, entre nous, moins de 60 heures de préparation, les progrès, tu les fais pas. Parce que les progrès, tu les fais au prix d'avoir vu plein de cas possibles, plein de notions, que tu te rappelles toutes tes règles de conjugaison de base, des accords. Et les accords, franchement, tu es capable, toi, aujourd'hui, de savoir comment t'écris les fleurs que j'ai offertes. Ça se révise, quoi. Et ça se révise pas juste une fois. Bonsoir Franck, tu répètes de fixer un objectif, mais selon quels critères? Comment juger ce que l'on vaut et savoir si on a ce fameux 400 dans les tripes? Ouais, bah venez à la prépa. Je sais pas quoi répondre d'autre. À la prépa, on a ce don, heureusement ce talent. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait des émules, qu'on arrive quelque part à donner un score qui est assez proche de la réalité ensuite quand même. Donc quelque part, on a nous ce recul et cette expérience qui consiste à doser correctement les tests. Malheureusement, les ouvrages qui sont sur le marché ne dosent pas suffisamment bien. Alors la Bible du Taj-Maj, en l'occurrence, parfois surdose un petit peu. On dit souvent que le score que l'on a d'un Bible du Taj-Maj est un peu en deçà que le score que l'on va avoir, que le score qu'on va avoir le jour J, tant mieux. Moi, je pars du principe que qui peut le plus peut le moins, et voilà. Et autant avoir une bonne surprise qu'une mauvaise. Et des ouvrages effectivement qui sont parfois une certaine blague. Je te le cache pas qu'il y a des ouvrages qui sont une blague. T'as des questions qui sont juste d'un niveau de facilité déconcertante. Et les candidats se plaignent sur les forums, et je les comprends, les pauvres chéris. Ils se disent à un moment donné. Le bashing là qui est en train de nous faire. Mais c'est vrai. Mais je suis obligé de le faire parce que quelque part il y a des ouvrages qui jouent pas le jeu. Quand on laisse entendre un candidat qui a 400 tranquillement sur un test, il se dit bah why not quoi. J'ai 400 et effectivement derrière il a un 280 ou 260 au Taj-Maj, il est très déçu. Donc après, comment est-ce qu'on évalue ça? Je crois qu'il faut faire une moyenne. Il faut noter gentiment tous les scores que l'on a dès qu'on fait un test et faire une moyenne générale, on va dire. Ça sert vraiment de faire 10 ou 15 Taj-Maj blancs? On a tout vu au bout d'un moment, non? Ça dépend. Ça dépend parce que... Tu nous as dit tout à l'heure que c'était pas la peine d'en faire trop non plus, que tu avais des candidats qui étaient complètement devenus... Non, j'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que... c'est qu'il y a des candidats qui ont des facilités, qu'en faire 10 ou 15, ça peut valoir le coup, dès lors qu'on teste des stratégies. Alors, exemple, tu te rends compte que tu n'arrives jamais à avoir
genre plus de 10 ou 11 en compréhension de texte. Bah, prends un test pour une fois et un deuxième, et ce coup-ci, tu te dis, allez, ce coup-ci, je fais que 2 textes sur 3. On va voir. En gros, tu testes des choses différentes, hein, quoi. Mais bien sûr, en calcul, j'arrive pas à décoller, je m'en sors pas. À partir du moment où tu décolles, à partir du moment où on se rend compte que ça y est, tranquille, le tâche-mâche, c'est bon, quoi, j'y arrive, quoi, je réponds à mes 10, 11 sur 15 tout le temps. Bah tant mieux, on arrête les frais, ça y est, pourquoi s'entraîner encore? Ça suffit largement. Il y a un moment donné où ça ne va pas non plus. Parce qu'après, à la marge, la progression entre la 12e et la 13e bonne réponse sur 15, je veux dire, elle se fait pas en une fois, elle se fait en plein d'heures. Donc quelque part, à un moment donné, il faut être capable de se dire que je m'arrête, c'est-à-dire que je m'arrête à 6, 7, 10, 15 tests blancs, dès lors que j'arrive à avoir ce fameux 10, 11, 12 bonnes réponses sur 15 qui assure un minimum de 400 au final, quoi.